votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission depuis l'Afrique centrale. On a décidé depuis 2 numéros comme ça de vous les offrir depuis le continent, l'Afrique centrale. C'est toujours l'Afrique dans sa globalité. Pour vous qui êtes du côté de New York, Montréal, de Chicago, de New York et surtout aussi du Niger, du côté du Niger, de Bamako, nous sommes en Afrique centrale. Depuis Libreville la semaine dernière, là on a fait un petit vol, 2 jours d'escapade pour être à Douala. À Douala, nous lançons cette émission avec l'équipe dirigée par Stéphane Négou à la caméra, avec la présence de Raman Cole et de Gozo Richard. On va parler de plusieurs choses, mais de tout ce que nous parlerons, tout aura un relais d'information et surtout de l'information vraie, parce qu'avec la prolifération dans les réseaux sociaux de tout ce qui se dit, on ne sait plus qui désinforme et qui informe. Restez des nôtres. Dans cette émission, on ira faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire, on ira au Tchad, au Togo, au Gabon et ainsi au Cameroun. Au Cameroun, on a décidé, pendant ces 24 heures, toute l'équipe, après ce programme, va reprendre le vol pour Libreville. Restez des nôtres, je suis Constieka. Depuis cet extérieur, nous avons décidé comme ça de vous offrir ces émissions avant notre retour en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par le Cameroun. Le Cameroun, le pays présidé par son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais. Et avec tout ce qui se dit au Cameroun, on ne sait pas, se présentera-t-il ou pas? Le président Paul Biya a lui seul la clé de la réussite et surtout du succès que la jeunesse camerounaise attend de ce pays, le Cameroun. La capitale camerounaise a abrité le lancement de l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan. Cet institut a lancé ses activités au Cameroun et nous en fait un reportage. L'équipe de CNN Cameroun a couvert cet événement pour vous. Il était à la caméra, Stéphane Négou, assisté comme ça à ses côtés de Gozo Aïchar, avec au son Séverin Tchatchoua et à la post-production Eric Bikek. La capitale camerounaise Yaoundé a abrité le 22 mars 2025 les activités de lancement de la City of Higher Learning, l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan. C'est en présence de M. Seripagna Oja, vice-président de l'Institut, les encadreurs académiques, des élèves et apprenants, mais aussi des journalistes et hommes des médias, parmi lesquels CNN. On ne pouvait pas garder la bonne nouvelle uniquement pour nous à Abidjan sans venir au Cameroun. Nous avons une université qui s'appelle Emmaüs International Université à Abidjan et cette université a plusieurs partenariats, dont le partenariat avec la FEDE, qui est la Fédération des écoles européennes, et le dernier partenariat que nous voulons d'avoir avec l'Institut du Canadien, avec lequel nous rentrons en partenariat pour donner un nouvel élan à nos offres de formation. L'établissement innovant qui place l'excellence académique et l'ouverture internationale au cœur de son engagement veut ainsi offrir aux élèves et apprenants africains une opportunité de bénéficier d'une formation internationale avec à la clé des diplômes internationaux directement dans leur pays d'origine. Ce qui aura pour effet la réduction des coûts financiers et apportera une solution à la problématique de l'adaptation à l'étranger. Sciences sociales, gestion des affaires, langue et communication internationale, hautes études globales, spécialisation par recherche sont autant de filières dispensées qui permettent une intégration partout dans le monde. Devant les défis de l'intelligence artificielle, l'Institut saura s'adapter avec son temps. Ils ont dans leur portefeuille plusieurs formations. Mais évidemment, quand nous venons rencontrer les élèves de terminale, on verra à la demande qu'est-ce qu'ils souhaitent faire comme formation. Et nous allons donc retourner ces formations-là pour, comment on appelle ça, tenir compte des volontés exprimées par les élèves. Sinon, l'Institut fait également des formations à l'endroit des scientifiques, mais nous n'avions pas encore
les mesures du terrain et c'est au contact de ces élèves-là que nous allons réajuster notre plaquette en termes d'offres de formation. Les cours se déroulent en présentiel et en ligne avec des plus-values qui font de cet institut un pôle de référence pour la formation académique de la future génération africaine. On a plusieurs plus-values. On a des formations vraiment qui ne seront pas au rabais. Des formations comme si vous étiez dans une université nord-américaine. On a soumis nos enseignants à des textes de sélection. C'est des experts, c'est des professionnels, chacun dans son domaine de compétences. Et on les prend pas, nous ne les recrutons pas à partir d'Abidjan. Nous les faisons recruter à l'issue d'un texte par l'Institut qui a aussi un droit de regard sur ce qu'on fait ici dans le cadre du partenariat. Nous faisons en sorte aussi que vos diplômes, les diplômes qu'on va délivrer, soient des diplômes canadiens. Et même la cérémonie de remise peut être organisée sur invitation au Canada. Tout cela montre que l'Afrique prend son destin en main et mise sur l'instruction. L'instruction, il n'y a rien d'aussi meilleur pour la jeunesse africaine. Nous allons dans le pays du président Faure Issou-Singbe Yassingbe, c'est-à-dire le Togo, qui est aussi un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais un grand pays. Et le président, M. Faure Issou-Singbe Yassingbe, est toujours choisi comme médiateur pour régler certains conflits. Son Excellence, M. Faure Issou-Singbe Yassingbe, a accordé une audience à une délégation présidentielle de la République de Zambie. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tiachoua, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Singbe Yassingbe, a accordé une audience à une délégation présidentielle de la République de Zambie conduite par Dr Caleb Fundanga. L'envoyé spécial du chef de l'État zambien, son Excellence Hichilema Hakainde, est porteur d'un message relatif à la candidature du Dr Samuel Munzele Maimbo à la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD. Ce fut l'occasion pour la délégation d'aborder avec le chef de l'État les mécanismes de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Lusaka. Les questions de développement au Togo et en Afrique étaient également au cœur des échanges. Je m'appelle Samuel Munzele Maimbo. Je suis candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, mais aujourd'hui, je suis venu avec un envoyé spécial du président Hichilema Hakainde et qui nous a demandé de transmettre un message à son frère, le président de la République togolaise. La rencontre a été cordiale. Cette rencontre a été l'occasion pour nous de renforcer les liens entre la Zambie et le Togo. Mais c'était aussi l'occasion de parler de l'agenda de développement pour l'Afrique compte tenu de la situation actuelle de notre continent. Il est important que nous investissons dans la croissance et que nous développions à un rythme et à l'échelle significatif. Et nous avons discuté du travail qui se fait ici au Togo avec le port de Lomé et de l'opportunité de continuer à faire croître l'économie, non seulement pour le Togo, mais pour toute la région dans son ensemble. Dans plusieurs pays, des pays phares d'Afrique, se dérouleront des élections présidentielles. Le coup d'envoi sera donné par le Gabon le 12 avril. Nous allons au Gabon, ce pays présidé par son Excellence le président de la transition du CTRI, pour quelques jours encore, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et dans ce pays, au Gabon, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé la cérémonie de la signature de la convention de la mine de Banyaka. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tiachoua, toujours au son, Gozo Richard et Marcel Bassolé. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la cérémonie de la signature de la convention minière entre le Gabon et la société Reminac, de la filiale du groupe australien Gelmine, pour l'exploitation de la mine de fer de Banyaka, située dans la province du Haut-Ogooué, entre Franceville, Boumango et Bakumba. Cet accord repose sur 3 aspects primordiaux qui sont entre autres la création d'emplois, la transformation locale de la matière première ainsi que la contribution de la dite entreprise dans l'amélioration des conditions de vie des riverains. Ce projet surgit comme une solution tangible pour la jeunesse gabonaise. Il s'agit d'une exploitation de fer située dans le Haut-Ogooué,
entre les villes de Franceville, Boumango et Bakumba. C'est un des plus gros gisements de fer au monde, avec plusieurs centaines de millions de tonnes de réserves prouvées. Les retombées pour notre pays sont très importantes. La première retombée est l'emploi. Donc nul n'ignore qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Gabonais sont à la recherche d'emploi. Donc sur cette mine, nous allons générer 700 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. C'est extrêmement significatif. 2700 emplois. Banyaka figure parmi les plus grandes réserves de fer à l'échelle mondiale. L'industrialisation locale de cette ressource permettra au Gabon de se positionner sur le marché international. Pour le futur du pays, transformer les produits localement, c'est très important pour créer de la valeur ajoutée, pour aussi améliorer les conditions de transport et favoriser le transport vers les ports et positionner le Gabon sur des marchés qu'il ne connaît pas aujourd'hui, parce que vendre des matières premières, c'est une chose, vendre des produits transformés, c'en est une autre. Et ces produits transformés iront dans les aciéries de haute technologie. Donc il y a des gens dans des parties du monde où l'acier se produit en masse, notamment la Chine, qui attendent ces minerais transformés pour aller de l'avant. Conformément au code minier gabonais, le consortium australien Gimlen appuiera l'État gabonais dans les initiatives et programmes destinés aux communautés locales situées entre Franceville, Boumango et Bakumba. Cela inclut l'amélioration des infrastructures sociales de base telles que les centres de santé et les établissements scolaires. Après le Gabon, mais on y reviendra parce que je vous ai dit qu'il y a eu quelque chose de faramineux au Gabon pendant le week-end du 21-22 mars. La grande université panafricaine, à savoir l'UIL, a fêté comme ça avec faste ses 10 ans. On y reviendra dans cette émission tout en vous rappelant que bientôt sera lancée une nouvelle émission avec comme premier grand sujet l'UIL. Ce sera Destins spéciaux. Mais on y reviendra sous cette chaleur avec ce temps humide, mais nous sommes comme des soldats. Les soldats sont prêts à offrir à leurs téléspectateurs de l'information vraie. Nous allons quitter le Gabon et tant soit peu pour le Tchad. Le Tchad, qui n'est qu'une république présidée par son excellence Mahamat Idriss Déby Itno, est un très beau pays sahélien, mais à la crête du Cameroun, c'est-à-dire en Afrique centrale. Son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une audience à M. Walid bin Abdul Karim El Kheriji à Amdjaraz. Au reportage, Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit son séjour à Amdjaraz. Il a reçu en audience le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. En tournée dans quelques pays africains, le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Walid bin Abdul Karim Al Kheriji, est arrivé au Tchad ce jeudi. Les discussions entre le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et le chef de la diplomatie saoudienne ont été dominées par le renforcement de la coopération bilatérale et la crise soudanaise. La guerre au Soudan a redoublé d'intensité et plongé tout un pays dans une spirale de violence aux conséquences incalculables et dramatiques. Ce conflit qui s'enlise menace l'équilibre sécuritaire et humanitaire au-delà des frontières. Face à cette escalade, les acteurs régionaux, notamment l'Arabie Saoudite et le Tchad, redoublent d'efforts pour éviter un effondrement total du pays. Directement concernés en raison de leur proximité géographique et des répercussions sécuritaires et humanitaires, N'Djamena et Riyad décident de mettre en place un front diplomatique pour le retour de la paix au Soudan. Charge est revenue au vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Walid bin Abdul Karim El Kheriji, de présenter l'initiative saoudienne et recueillir l'adhésion du Tchad et de son président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Conscient du péril que représente ce brasier désormais incontrôlable à leurs portes, le Tchad et l'Arabie Saoudite ont décidé d'adopter une position commune pour intensifier la pression en faveur d'une désescalade immédiate. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a marqué sa disponibilité à jouer un rôle actif dans cette dynamique, a réitéré l'engagement du Tchad à mobiliser tous les leviers diplomatiques pour favoriser un règlement pacifique du conflit. Une situation que le Tchad a toujours cherché à prévenir et stopper par tous les moyens. Au-delà de la crise soudanaise, la rencontre entre le chef de l'État et son hôte a également permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur coopération fondée sur la confiance et la fraternité. Le vice-ministre saoudien s'est félicité de l'excellence
et de la diversité des relations entre Riyad et N'Djamena, soulignant la convergence de vues sur les enjeux d'intérêt commun. Les discussions, qualifiées de fructueuses, ouvrent ainsi la voie à un renforcement de l'axe N'Djamena et Riyad, laissant entrevoir une coopération plus dynamique et en expansion. Nous allons quitter le Tchad et nous revenons au Cameroun. Au Cameroun, c'est comme ça. C'est un peu ce que nous faisons traditionnellement dans notre émission constituée Kaolik News, où on informe. Il faut rappeler aux uns et aux autres, et les téléspectateurs, c'est partout dans le monde. C'est une émission mondiale où nous parlons de tout et surtout nous rappelons aux gens, à toutes fins utiles, quels sont ceux qui président nos différents pays d'Afrique. Et nous revenons au Cameroun, présidé par son Excellence Paul Biya, qui parle peu. Et les Camerounais ont toujours envie de savoir ce qu'ils pensent. Et là, nous allons parler d'un gros événement qui se prépare et pour lequel CNN a pris sa part en assistant très récemment, c'est-à-dire le mercredi 26 mars dernier, au lancement par une conférence de presse qui a réuni le Gotha de la presse camerounaise. Alors nous avons fait un vol très rapidement entre Libreville et Douala pour assister dans ce très beau palace que vous regardez, le Crystal Hotel. Très beau palace situé au cœur de Douala. Et dans ce palace, l'équipe de CNN a décidé d'être présent et nous allons vous parler un tout petit peu de cette très grande manifestation panafricaine qui se déroulera à partir du 26 avril 2025. Le SINAC, officiellement lancé le mercredi 26 mars dernier à Douala, au Crystal Hotel, l'équipe de marabouts spécialisés dans l'événementiel et la production audiovisuelle internationale et l'équipe de Son Plus TV, présidée par la très brillante Yolande Baudion, a présenté aux hommes de médias, acteurs du cinéma et producteurs des contenus audiovisuels le descriptif exact, au détail près, de cette 3e édition du SINAC qui verra la participation de la grande famille africaine de la télévision, du cinéma, avec un thème majeur, la révolution numérique et audiovisuelle africaine, l'intelligence artificielle et la TNT, un enjeu pour une Afrique compétitive. Présent à cette conférence, nous avons décidé, en ma présence d'ailleurs, faire un vol, comme je vous l'ai dit, de 24 heures sur Douala avec l'équipe dirigée par Stéphane Negou pour entériner et vous servir ce beau reportage de cette conférence de presse qui lance toutes les activités du SINAC 3e édition 2025. Placé sous le thème Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle, enjeu pour une Afrique compétitive, les grandes articulations qui meubleront ce salon ont été présentées ce 26 mars 2025 lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Crystal Palace à Douala. Un salon sous le patronage du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et l'acte 3 est parrainé par M. Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Pour la promotrice, Madame Yolande Baudion, infatigable, compte rehausser le secteur de l'audiovisuel qui est en plein essor au Cameroun. Cette nouvelle édition, nous mettons le pied à l'étrier sur la partie marché. Et marché, quand on dit marché, évidemment, c'est la vente et puis l'achat des contenus audiovisuels. Alors, nous avons mis également le pied sur la thématique centrale qui porte sur l'intelligence artificielle et la TNT parce que c'est d'actualité et que justement l'Afrique ne peut pas passer à côté. On va devoir s'adapter. Mais comment s'adapter et rester compétitif et produire des contenus à partir de nos histoires qui soient compétitifs par rapport à l'international? C'est la question qui va être donc débattue pendant toute cette semaine au SINAC du 26 avril au 1er mai. Maintenant, l'autre grande innovation, c'est qu'on a mis la formation, mais également la diffusion des films. Et c'est pitch, quand on parle de marché, c'est pitch où vous aurez donc les producteurs qui vont rencontrer, venir faire parler de leur projet, présenter leur projet devant tous ces directeurs de programmes, directeurs de chaînes de télévision, acheteurs même comme DIFA qui arrivent et pouvoir nouer des partenariats. Un salon qui va permettre ainsi aux acteurs de l'audiovisuel de nouer des partenariats. C'est une véritable opportunité pour le secteur de l'audiovisuel. Durant cette conférence de presse, un panel très riche avec les grandes figures de la communication et de l'audiovisuel
audiovisuel, notamment Cyril Bojiko du groupe Balafon Média, Léonard Châtelain, le président Chop de Jumbo et le président directeur général du groupe CIN en la personne de M. Consti Eka. Une présence de ces illustres acteurs de la scène audiovisuelle au Cameroun. Une fédération des énergies autour de l'excellence médiatique des promesses du salon toujours réussi, selon le promoteur du groupe Balafon Média, M. Cyril Bojiko. Le salon a toujours réussi ses promesses, à savoir fédérer les énergies autour de l'excellence médiatique. C'est comme ça que je résume ça. En venant au salon Balafon Média, en temps non seulement de rencontrer ce public, permettre d'organiser une sorte de journée porte ouverte parce que ça permet à ceux qui nous suivent à travers nos réseaux sociaux, la radio et la télévision, de voir comment on confectionne, comment on produit une émission, d'avoir accès à leurs vedettes, journalistes ou animateurs, mais aussi de rencontrer des confrères, parce que ça nous permet de cohabiter, mais davantage d'explorer notre univers, de confronter nos regards et de poser nos problèmes et ensemble trouver des solutions. Selon M. Léonard Châtelain, cette figure forte de l'audiovisuel au Cameroun, ce salon est une opportunité pour le pays. C'est une véritable opportunité pour davantage travailler à la réputation du Cameroun, la réputation de notre pays. C'est vrai que certains parlent du continent, mais il est davantage question de parler du Cameroun, de le situer sur la carte du monde, avec un événement comme celui-là qui renseigne sur le potentiel audiovisuel de ce pays-là, situé en plein cœur d'Afrique centrale, mais en même temps en plein cœur du monde. Vous savez, chaque fois, d'ailleurs, je regardais encore la galerie des profils de l'audiovisuel du monde, et je vois qu'il y a Kidi Bébé, qui est sur France 24, Alain Foka, je vois Yves Dembella, Consti Eka, Léonard Châtelain, Cyril Bojiko, pour ne citer que cela. Et je me dis, pourquoi est-ce que certains sont partis du Cameroun alors qu'on aurait pu être le territoire par excellence même de l'audiovisuel pour davantage inspirer le monde entier. J'ai appris tout à l'heure que la thématique visait à projeter le Cameroun dans le monde et qu'il fallait penser global mais agir local. Mais j'espère aussi qu'au sorti de ce salon-là, qu'on ne va pas s'excentrer, qu'on ne va pas quitter nos véritables valeurs parce qu'il est question davantage de profiter des outils qui seront diffusés, mais parce qu'il est question d'outils, de toutes les solutions technologiques, pour davantage rendre compte du Cameroun et raconter un narratif complètement décomplexé du pays. Monsieur Daniel San, un acteur du cinéma camerounais de renom, le CINAC est une mine d'or pour les jeunes créateurs de contenu, des cinéastes et des maisons de production. Le CINAC potentiellement est une mine d'or pour les jeunes créateurs de contenu, les cinéastes, les producteurs, parce que voilà, on a pu constater que c'est un projet qui vise le long terme et avec une très forte structuration. C'est-à-dire c'est l'occasion idéale pour les apprenants, ceux qui aspirent à faire dans l'audiovisuel et ceux qui y sont déjà, de pouvoir se créer des contacts, de pouvoir se créer des opportunités et surtout de pouvoir ouvrir un peu plus leur esprit parce que lors du SNAC, on retrouve un peu de tout. Il y a des producteurs qui viennent de partout, il y a des diffuseurs qui viennent de partout et il y a également ceux-là qui achètent des projets même avant qu'ils ne soient déjà produits. Donc je pense que pour toute personne sérieuse qui vraiment sait où elle va, c'est l'opportunité idéale de s'y rendre et vraiment de sortir sa carte du jeu parce que des éditions comme ça, des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Cameroun. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de féliciter Yolande avec son équipe pour l'initiative. Et je sais, j'ai foi et je crois que d'ici très peu de temps, on en parlera vraiment à l'échelle mondiale. Un secteur de l'audiovisuel qui fait face aux nombreuses difficultés et le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun subit également une situation qui a poussé le promoteur du groupe de médias CIN, M. Consti Eka, qui effectue le déplacement pour Douala, d'exprimer une véritable opportunité pour le secteur de l'audiovisuel. J'ai fait mieux parce que l'équipe de CNN est en ce moment à Libreville et alors j'étais obligé de faire un petit saut
de quitter un peu Libreville et d'arriver ici pour 48 heures. C'est ce que j'ai fait, je suis arrivé hier à 2 heures du matin pour assister au lancement du SINAC, à cette conférence de presse du SINAC, parce que je crois que c'est un gros événement qu'il faut soutenir, tous les hommes de médias, toutes les chaînes de télé, tous les acteurs dans le cinéma. Je crois que c'était important pour moi d'y être, je suis venu, c'est bon, cette conférence a eu lieu et je repartirai demain pour Libreville avant de repartir plus tard à Abidjan, parce qu'à Libreville, là-bas, on essaye un peu de faire des choses bien. La ténacité de la promotrice Yolande Baudion, qui est la présidente de Sun Plus TV, que les gens peuvent regarder partout, et de la société de production audiovisuelle Marabout, c'est d'abord sa ténacité et son patriotisme. Elle a un patriotisme avarié, et je crois que des Yolande Baudion, il en faut à Dakar, il en faut partout. Et de voir comment en Côte d'Ivoire des choses se font, ça m'a fait plaisir de voir que le Cameroun, par Yolande Baudion, va arriver à instaurer ce type d'événement. Et CNN, qui est une chaîne panafricaine basée en Côte d'Ivoire avec une base au Cameroun, et prend cette initiative de Yolande Baudion qui va faire énormément du bien à toute la famille de l'audiovisuel. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun se tiendra du 26 avril au 1er mai 2025 au Parcours Vita de Douala, et les acteurs de l'audiovisuel sont tous invités à prendre part à ce salon et les stands d'exposition sont gratuits. Voilà cette conférence qui a eu lieu au Crystal Hotel, et je demande de présenter ce Crystal Hotel. C'est un fleuron, un très bel hôtel. Marcel Bassolé, tu nous le présentes encore, ce très bel hôtel situé au cœur de Douala, et c'est là que d'ailleurs logeront tous les festivaliers, tous qui viendront à cette grande messe de l'audiovisuel. On y viendra d'Abidjan, de Dakar, de Niamey, de Ouagadougou, de Paris, de Libreville. Toute la grande famille de la presse est conviée à ce gros événement. Et quelque chose a retenu l'attention de toute l'équipe de CNN. Regardez ce spot. Sous le patronage et la présidence du ministre de la Communication du Cameroun, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, du 26 avril au 1er mai 2025 à Douala. Vivez la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC. Unique marché des contenus audiovisuels en Afrique centrale. Le SINAC, ce sont des conférences, des expositions, des masterclass avec des intervenants de renommée internationale. Sous le thème « Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une création de contenu compétitive ». Ce sont plus de 1000 professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs, avec plus de 10 000 visiteurs. Parrain de l'événement, Charles Ndongo, icône de la télévision. Le SINAC a sa touche particulière. Je pense que moi, comme tous mes confrères qui sont venus, nous avons besoin de ça aussi. Donc vive le SINAC. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline +237 650 03 70 06. Un événement Marabout. C'est une bande-annonce qui a retenu toute l'attention de l'équipe, mais elle n'est pas seule. Il y avait plusieurs bandes-annonces. On en a choisi 2. La seconde. Sinacius est mon nom. Ça fait 3 ans que je marche. Je suis au-dessus et en dessous de tout. Je suis toi. Toi, professionnel de l'audiovisuel qui est au centre de la vie humaine, la faune, la flore, la mer, les océans, les villages et villes, les pays et continents, la lumière, l'obscurité, le jour, la nuit, le ciel, la terre, la mort, la vie. Toi qui fouilles, creuse, pioche, pêche, roule, marche, court, saute, bondit, qu'il pleuve, chauffe, vente ou neige pour donner à voir. Toi, dont la voix et ou la gestuelle touche, apaise, guérisse, cultive les âmes, les cœurs. Toi qui donne de la lumière aux émotions partagées. Toi qui mixe les voix vers le monde. Toi qui mets tout en musique pour les 5 sens du monde. Toi qui serpente le ciel et la terre pour porter le message dans les foyers. Toi qui sublime les visages et sculpte les corps. Toi qui magnifie les yeux en design, en amont. Toi qui fais vivre des émotions visuelles et audio où qu'on soit.
Toi dont l'intelligence n'est point artificielle et que la révolution numérique bouscule. Je suis toi, professionnel de l'audiovisuel et fier de l'être. Appelle-moi Sinacius, ton toi. Bienvenue Mémoire, sans le S. Désormais, vous savez tous sur le SINAC qui se tiendra à Douala au Cameroun du 26 avril au 1er mai. Et je peux tout simplement vous rassurer que ce sera une édition fabuleuse, une édition qui permettra à toute la famille de la communication, à toute la famille de médias, des acteurs de cinéma, des producteurs et des concepteurs des contenus de se réunir et en faire un grand marché africain de l'audiovisuel. Restez des nôtres, je vous retrouve juste après la réclame. Tout en vous rappelant le gros événement qui aura marqué ce premier trimestre 2025, ce fut à Libreville, l'UIL, le 10e anniversaire. On peut tout simplement avec respect dire félicitations à Madame le Président de l'Université internationale de Libreville, Madame le docteur Marie-Madeleine Boranzo, d'avoir pu réaliser encore une fois pour le bonheur des étudiants cette très belle bâtisse. Je vous demande de regarder cette belle bâtisse. Une bâtisse qui a rendu tout le peuple, tout le public présent à ce 10e anniversaire bouche bée. Une salle, un amphithéâtre de 1500 places avec tout ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes d'architecture et en termes de bonheur et de plaisir pour les étudiants. C'est plus la peine de se rendre dans les capitales européennes pour croire en savoir plus. Les professeurs sont des Africains et les professeurs viennent de part et d'autre avec des diplômes reconnus dans cette université que Marcel Bassolé vous présente grâce à sa caméra et grâce à sa réalisation. L'UIL 2 au cœur de Libreville, c'était fabuleux de voir toutes ces personnalités se retrouver dans ce lieu. C'est l'occasion pour moi ici de remercier notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas encore ou qui veulent mieux savoir, c'est notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. Mais parlons-en encore de ce 10e anniversaire. Je vous ai dit, on va y revenir de manière détaillée dans une émission spéciale baptisée « Destins spéciaux ». Quand on voit que cette initiative a été d'un jeune Gabonais qui voulait quelque chose pour ses compatriotes gabonais, qui ne voulait plus cet exode en Europe pour aller étudier et qui a insisté auprès de sa maman. On parlera de tout cela dans cette émission Destins spéciaux. Mais avant, je vous parle quand même un tout petit peu de ce qui s'est passé les 21 et 22 mars à Libreville. Les 21 et 22 mars à Libreville, la petite ville des Sassa, au PK23, dans le Grand Libreville, a abrité le 10e anniversaire de l'UIL. Ces 2 jours ont été un moment de grande surprise agréable pour les parents gabonais et africains de voir ô combien un confort exceptionnel et une cohorte de professeurs dispensent des cours aux enfants du Gabon et d'Afrique, qui n'ont rien envié aux universités occidentales. L'UIL 2
Ce beau bâtiment, dont l'auditorium de près de 1500 places, a laissé pantois le gotha des professeurs africains, des politiques gabonais, au rang desquels le ministre d'État, Madame Camille Anne Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction gabonaise, de l'ambassadeur du Mali au Gabon, des personnalités venues du Rwanda, du Sénégal, de France, ainsi que la présence remarquée du vice-premier ministre de la République gabonaise, M. Alexandre Barraud-Chambrier, qui tous ont loué et félicité le travail d'architecte, de coordinatrice des travaux, de concepteur de ce haut lieu des savoirs, la visionnaire des temps modernes, marqué par un patriotisme inégalé, qui n'est autre que le docteur Marie-Madeleine Boranzo, qui a réalisé cette belle bâtisse de l'Université 2 pour le grand bonheur des étudiants gabonais et africains. Voilà ce qu'on aimerait revoir sur tous nos cieux d'Afrique, de voir ceux qui parmi nous ont les moyens, leurs propres moyens, de mettre comme ça, comme le docteur Marie-Madeleine Boranzo le fait au Gabon. Regardez sur 80 hectares cette belle bâtisse. L'Université internationale du Libreville a suppré plus d'une personne invitée à ce 10e anniversaire. Comme je le disais, dans Destins spéciaux, la nouvelle émission de CNN, vous aurez l'occasion pendant 1h30 de vivre tout cet événement de fond en comble, avec tous les détails, les différents discours du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Madame Camille Anne Toutoum Leclerc, sans oublier le recteur de l'Université internationale de Libreville, le professeur Jacques-François Mavungu, et enfin, l'Afrique devra entendre, écouter le président de l'Université de Libreville, Madame le docteur Marie-Madeleine Boranzo, qui, il faut le répéter, je n'arrête pas de le dire, est attachée à l'instruction des pays africains. Elle donne la rhétorique à ceux qui disent, pour affaiblir une nation, il faut enlever à cette nation l'instruction. Elle est contre et a décidé de tout investir pour l'instruction des Gabonais en particulier et de toute la jeunesse africaine. Tout est à son honneur. Vous la retrouverez dans cette émission spéciale Destins spéciaux qui sera diffusée dans les prochains jours sur CNN. Restez des nôtres. L'attractivité de ce pays, vous verrez le Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale, petit de par sa superficie, vous verrez tous les atouts et surtout l'attractivité dans ce pays et les innovations qu'apportera encore désormais, depuis pratiquement le 29, le candidat à l'élection présidentielle à la magistrature suprême, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon. Situé en Afrique centrale, le Gabon dispose d'importantes ressources naturelles. Avec une façade maritime sur l'océan Atlantique, il est bordé par le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Malgré sa vaste superficie, principalement forestière, le Gabon ne compte que 2,3 millions d'habitants en 2023. La capitale est Libreville et sa superficie entière est de 267 667 km². Le niveau d'urbanisation du Gabon est l'un des plus élevés d'Afrique, avec plus de 80% de sa population résidant dans les zones urbaines. Les deux principales villes, Libreville et Port-Gentil, abritent près de 59% des habitants. La jeunesse est un trait distinctif de sa démographie. La moitié de la population a moins de 20 ans, et alors que le taux de fécondité en milieu urbain est de 4 enfants par femme. Il grimpe à 6 en zone rurale. Pionnier en matière d'écologie, le Gabon s'efforce activement de protéger sa forêt tropicale, ce qui fait de lui un absorbeur net de carbone. Il agit en champion des initiatives de neutralité carbone. Son écosystème diversifié offre des sols fertiles, des ressources côtières abondantes et des pêcheries. Cependant, malgré son potentiel économique, le pays peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, possède d'importants parcs protégés. Le domaine côtier forestier du célèbre parc national de Luango abrite une faune variée.
des gorilles aux hippopotames, en passant par les baleines. Le parc national de la Lopé est principalement composé de la forêt tropicale. Le parc national d'Akanda est connu pour ses mangroves et ses plages soumises aux marées. En 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3% contre 1,5% en 2021. Cette bonne performance résulte de la bonne tenue du secteur pétrolier, plus 7,1%, et de celle du secteur non pétrolier, plus 2,3%. Dans le secteur hors pétrole, les dynamismes du secteur agricole s'élèvent à plus 4,9%, de l'industrie du bois à plus 6,5% et du secteur du transport à plus 4,2% sont les principales sources de la croissance. La remontée du prix du baril du pétrole à plus 45,3%, associée à l'augmentation de la production pétrolière, plus 6,1% en 2022, explique l'essor du secteur pétrolier. La Banque centrale, la BAC, a resserré sa politique monétaire en 2022 en relevant ses taux directeurs à plusieurs reprises pour répondre aux pressions inflationnistes et soutenir le niveau des réserves extérieures. Ainsi, l'inflation a grimpé à 4,2% contre 1,1% en 2021, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et des retombées négatives de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Deux domaines sont prioritaires. Le premier, l'appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires. Le deuxième domaine prioritaire n'est autre que l'appui à la stratégie de développement humain. L'appui de la BAC vise à permettre la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires. Pour atteindre cet objectif, les interventions de la banque se font dans les secteurs de l'agriculture, le bois, la forêt, le transport, l'énergie, les finances publiques et la gouvernance. Le Gabon est un allié de la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les deux pays conservent de très bonnes relations, même après la cession à l'indépendance de 1960. La France participe notamment au développement des ressources naturelles du Gabon, qui compte plusieurs pays occidentaux parmi ses principaux partenaires commerciaux. Le Gabon favorise le neutralisme sur la scène internationale et participe à différentes initiatives de paix sur le continent africain. Sa diplomatie est également active dans la lutte au changement climatique. Le Gabon est depuis août 2023 présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et ceci à la grande satisfaction du peuple gabonais. Je vous retrouve juste après la réclame. Voilà. Je sais que si vous nous regardez du côté de New Delhi en Inde, ou si vous nous regardez au fin fond tout simplement de la Côte d'Ivoire à Mans, et au Cameroun à Betaroïa, au Gabon à OIM, retenez que vous connaissez tout aujourd'hui du Gabon. Nous allons encore rester une seconde pour faire la part belle à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Parmi les pays qui, en cette année 2025, auront la lourde charge de choisir le président de la République qui conduira pour certains 5 ans encore, pour d'autres 7 ans, leur pays vers des destinées meilleures. Nous allons parler du Cameroun et revenir sur ce pays présidé par son Excellence, M. Paul Biya.
Quand on parle du Cameroun, on parle du grand parti politique, le RDPC, qui a soufflé sur sa 40e bougie d'anniversaire. Reportage Charlotte Abdoulaye, avec à la caméra Stéphane Négou, Séverin Tchatchoua, le maître du son qui règle tous les sons. Et c'est toujours avec grand plaisir que je suis en face de la caméra de Stéphane Négou, quand je sais que pour le contrôle du son, il y a M. Séverin Tchatchoua. Et à la post-production, Eric Bikek. Le 24 mars 1985, dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest, par le président de la République, son Excellence Paul Biya. En remplacement du parti unique de l'époque, l'UNC, c'est donc 40 ans d'avènement de la démocratie et du multipartisme que le parti de la Flamme Ardente célèbre avec faste ce jour. À travers le territoire national et même international, cette célébration a donné lieu à des meetings grandeur nature, meublés essentiellement des réjouissances et discours élogieux à l'endroit de leur président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya. À Douala, capitale économique du Cameroun, c'est l'avenue King Bakoko qui a servi de cadre à un grand rassemblement jusqu'à la victoire du RDPC à l'élection présidentielle. Une place bondée de monde, tous vêtus en uniforme de leur parti. En présence des cadres du parti, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Il faut qu'on se tienne en rang serré, que nous taisons nos égoïsmes personnels. Comme vous avez vu là, on ne fait pas le one-man show. Nous allons nous mobiliser et mobiliser tous nos sympathisants, nos amis pour la victoire de notre candidat, le candidat du RDPC. Au-delà des paroles et des réjouissances, ce grand rassemblement se voulait aussi être un baromètre pour les prochaines échéances électorales au vu des nombreuses réalisations opérées par leur candidat naturel, le président Paul Biya. Le président national nous a tous unis dans son projet de construction d'un Cameroun meilleur à l'horizon 2035. Et nous voyons toutes les infrastructures qui sont en train de transformer le Cameroun en une super structure d'avenir. Donc sur ce signe que nous plaçons ce 40e anniversaire et nous réitérons notre engagement à soutenir la politique du président national et du parti, discipliné, rangé, conciliant et espérant. Nous avons toujours contribué à accompagner notre champion, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Nous sommes des guerriers, nous accompagnons toujours notre chef de l'État dans sa lourde mission à la tête de l'État du Cameroun. Nous avons toujours assisté à toutes les manifestations qu'organise le RDPC. Nous n'avons jamais manqué. Raison pour laquelle nous disons qu'il est notre candidat naturel et que tous les gens de chez nous le soutiennent à 100% parce qu'il est notre sauveur. Après cette 40e bougie soufflée par tous les membres du RDPC, sachez qu'on est au Cameroun, on va y rester encore pour une information, où la belle famille camerounaise qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, avec comme ambassadeur au Cameroun désormais, un homme averti et qui veut bien faire les choses à l'image de son président de la République, à savoir son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui est un homme qui parle peu et surtout réalise de très bonnes choses. Marcel Bassolé, montre-nous encore un peu Abidjan les toutes dernières réalisations, à savoir le pont Aquaba à l'entrée de l'aéroport d'Abidjan. Cet échangeur qui fait la fierté de tout ce qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire et par le biais de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Merci comme ça à Marcel de nous montrer ces images et nous allons rester toujours au Cameroun pour parler de ce forum. L'organisation du forum de coopération économique, secteur public, secteur privé, avec les républiques du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, se tiendra du 9 au 11 avril 2025 à Abidjan. Cette conférence qui s'est tenue à Yaoundé le mardi 25 mars dans l'enceinte de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire a été présidée par son Excellence M. Flibert Gléglo, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun. Le reportage Stéphane Négou, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua est coordonné par Jean-Marie Mbega, le directeur général de CNN Cameroun. La ville d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, accueillera du 9 au 11 avril 2025 la première édition du Forum de coopération économique bilatérale Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad et République centrafricaine. L'annonce a été faite ce 25 mars 2025 à Yaoundé au cours d'une conférence de presse présidée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité au Cameroun, son Excellence M. Philbert Glégou, personnel diplomatique de la presse nationale
nationales et internationales. Organisé de concert avec les 3 gouvernements et sous les hautes instructions des différents chefs d'État de ces pays frères, ce forum économique et bilatéral s'organise dans un contexte de crise économique internationale. Quand je dis que nous organisons, en fait, c'est le concert avec les 3 gouvernements sous les hautes instructions, les très hautes instructions de nos gouvernements, de nos chefs d'État, qui ont voulu, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, renforcer donc les échanges économiques bilatéraux entre nos différents pays. Vous connaissez le contexte dans lequel nous organisons cet événement. Au niveau international, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de défis, notamment au plan économique, avec la crise en Ukraine qui a provoqué un renchérissement des prix des denrées alimentaires et aussi des produits énergétiques. La mutualisation de la coopération économique de ces États permettra de relever les défis communs. Nous avons des réponses communes. Des réponses se trouvent dans les plans nationaux de développement et dans les plans stratégiques de nos différents pays. Et ces plans-là même qui visent l'émergence économique à l'horizon 2035. Et il est important de le souligner, un des piliers donc, de ces plans, un pilier commun, se trouve dans l'agro-industrie. Et c'est juste un rappel, vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont 2 puissances économiques au niveau agricole. Nos gouvernements, par leur volonté politique et des mesures vigoureuses et rigoureuses, ont pu atteindre un niveau appréciable au niveau de leur développement agricole. Les panels interactifs, les rencontres B2B, les packs d'exposition seront autant d'opportunités d'investissement. Nous estimons que grâce à cette rencontre, les relations économiques commerciales entre les 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique vont se renforcer et donc appuyer donc, les efforts de nos gouvernements pour créer des richesses et, comme je l'ai dit, des emplois en faveur de la jeunesse. Les préparatifs pour ce forum stratégique de réflexion qui doit accélérer l'intégration des marchés et de bâtir des chaînes de valeur vont bon train. Les inscriptions se poursuivent sur le site www.forumeciv-afriquecentrale.com. Voilà, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun travaille et est en train d'instaurer une certaine ambiance appréciée par tous les Camerounais et ça fait plaisir. Cette organisation se tiendra du 9 au 11 du côté de la capitale ivoirienne, à savoir Abidjan. Et ces pays cités d'Afrique centrale y prendront part. C'est une grande conférence, une coopération inter-États qui est à féliciter. Je vous retrouve juste après la réclame. On a parlé de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, rien de plus normal de parler de son pays, à savoir la Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Quelqu'un qui force le respect pour tous, que nous avons écouté, entendu, même à travers nos différents voyages depuis 2 semaines, entre Libreville, Douala, dans les avions, et surtout de savoir qu'il a lancé la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'est sous son règne, cette compagnie qui sert aujourd'hui de nombreux Africains. S'il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire, je peux vous dire que l'équipe de CNN qui devait s'envoler pour Libreville était obligée de prendre une compagnie française, aller sur Paris et de Paris rejoindre la capitale de ce pays. Grâce à Air Côte d'Ivoire, nous arrivons dans toutes ces capitales aujourd'hui et ça fait plaisir. Et tout ça, c'est à mettre au crédit de la politique de son Excellence le président Alassane Ouattara. Et nous parlons aux frères musulmans. Et pour parler aux frères musulmans, rien de plus normal que de parler de la nuit du destin. La nuit du destin, c'était le mercredi 26 mars pour les frères musulmans du monde qui observent leur carême de l'année 2025. C'est la grande mosquée du quartier résidentiel de la Riviera Golfe à Cocody qui a été pris d'assaut par certains membres du gouvernement et du cabinet civil de la présidence de la République qui tous ont choisi pour prier à cette nuit du destin.
Les caméras de CNN conduites par Ousmane Coulibaly ont noté entre autres la présence du représentant du chef de l'État ivoirien, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Meïlel Koné, la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Coulibaly, du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masséré Touré Koné, et d'autres membres du gouvernement de religion musulmane, aux côtés du peuple, à l'occasion de cette nuit du destin. Pour couvrir pour vous cette nuit du destin présent à cette mosquée de la Riviera Golf, l'équipe de CNN conduite par Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite Vonon et Marcel Bassolet. La nuit du destin, marquant plus de 1000 mois d'adoration, a été célébrée par la communauté musulmane en Côte d'Ivoire dans la nuit du 26 au 27 mars 2025. Pour cette édition, la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlel Koné, qui représentait le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Il est un peu plus de 21h quand les membres du gouvernement arrivent à la grande mosquée de la Riviera Golf. Il y avait entre autres le grand chancelier M. Ali Coulibaly, du ministre conseiller M. Albert Mabry, du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Coulibaly, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Camara, du ministre d'État et de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomondé, M. Tiemoko Meïlel Koné, vice-président de la Côte d'Ivoire, qui représentait le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à environ 21h50 à la grande mosquée de la Riviera Golf. Pour la circonstance, Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM, a exhorté la communauté musulmane ainsi que tous les Ivoiriens à privilégier la paix et la cohésion sociale et encourager les uns et les autres à toujours répondre au mal par le bien, comme l'enseignent les Écritures saintes, et à favoriser le dialogue et la tolérance plutôt que le conflit et la division. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Distingués invités, chers fidèles, nous avons eu l'honneur ce soir d'écouter un enseignement édifiant sur le thème la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la paix, de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du noble Coran. Je voudrais chaleureusement féliciter mon frère et mon collègue, Imam Soro Vamara. À travers ces paroles inspirées, nous avons pu comprendre combien la paix et la sécurité sont des biens précieux et qu'il appartient à chacune et à chacun d'en être un promoteur, mais pas seulement un promoteur, un gardien de la paix. Fasse Dieu que nous soyons toutes et tous des gardiens de la paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu, un modèle de diversité religieuse et culturelle. Les Ivoiriens ont le devoir de tout mettre en œuvre pour que ces différences soient une richesse et non un facteur de division. Après un moment empreint de spiritualité, la cérémonie s'est terminée avec la bénédiction finale et par la suite une photo de famille. Ô Seigneur Dieu Allah, accorde-nous ta miséricorde et pardonne nos fautes et nos imperfections. Allahumma amin. Ô Seigneur Dieu, donne à notre pays la paix et la stabilité. Allahumma amin. Ô Seigneur Dieu, guide nos cœurs et nos pas vers le bien et éloigne-nous des chemins de la division et de l'injustice. Allahumma amin. Seigneur Dieu, accorde à nos dirigeants la sagesse et la clairvoyance pour conduire notre nation dans la prospérité et l'équité. Allahumma amin. Seigneur Dieu, nous te demandons par ta grâce et ta générosité, exauce nos prières et accorde-nous une fin de Ramadan empreinte de bénédictions et de récompenses. Seigneur Dieu, nous te demandons par ta générosité, inscris-nous parmi ceux qui vont bénéficier pleinement des bienfaits de la nuit du destin. Les fidèles unis dans leurs prières ont ressenti la grandeur de cette nuit où chaque acte d'adoration était multiplié.
Ce moment a été marqué par une atmosphère de sérénité et de gratitude, comme l'attestent ses fidèles au micro de CNN Télévision. On a fait beaucoup de prières pour tous les Ivoiriens, pour que nous passons ce moment très agréable, qui est la nuit du destin, qui est vraiment une nuit sacrée, et que Dieu accepte toutes les bénédictions et tous les doigts que nous faisons ce soir. Je voudrais à cette occasion prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde grâce, santé à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, à l'ensemble du gouvernement et à tous ses collaborateurs. Cette nuit est une nuit qui est supérieure en adoration à 1000 mois et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que toutes ces grâces se répandent sur la Côte d'Ivoire, sur les habitants de ce pays et que la quiétude et la sérénité qu'il y a dans ce pays continue et que cela permette de renforcer et d'accroître le développement et le bien-être de tous. En tout cas, vraiment, pour ce jour, vraiment, je suis très content. En tout cas, ça s'est très bien passé. Je remercie tout le monde pour ce jour. Le message que je peux dire aux autres musulmans, à tous les musulmans du monde entier, je leur souhaite une très bonne fête des nuits du destin, car Allah nous accorde beaucoup de bénédictions. Un bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Comme tout à l'heure, l'imam a dit, de s'aimer la paix, de faire beaucoup de bénédictions pour notre pays. Puisque dans quelques mois, on va rentrer dans les élections, on va faire beaucoup de doigts pour notre pays. Voilà, nos frères musulmans d'Afrique et de partout dans le monde, principalement en Côte d'Ivoire, ils ont été à la grande mosquée, pour certains la grande mosquée de la Riviera du Golfe, pour cette nuit du destin. C'est vrai que les chrétiens attendent la fête de Pâques et bientôt, toutes ces deux religions musulmanes et chrétiennes fêteront pour dire merci au bon Dieu, au maître des temps. Je vous retrouve juste après la réclame. L'équipe dirigée par Ousmane Koulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonan, en Côte d'Ivoire pour CNN, a décidé comme ça de tendre le micro aux Ivoiriens pour en savoir un peu plus sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur ministre d'État, ministre de la Défense nationale, les prouesses que réalise aujourd'hui l'État ivoirien, surtout quand on sait qu'après la crise post-électorale, la grande prison d'Abidjan, la Maca, a été vidée complètement. Les commissariats, tout était vide. Il n'y avait rien. Tout était vidé avec la crise post-électorale. Les prisons étaient toutes ouvertes. Les commissariats, on n'y retrouvait plus rien. Et de voir qu'avec le président Ouattara et toute l'équipe gouvernementale, on a réussi à faire un pays choyé. Un pays aujourd'hui où tout le monde vit en paix. Les Ivoiriens ont décidé de s'exprimer et c'est l'objet de notre grand format. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Dans un premier plan, au niveau de la sécurité des personnes et des biens. Jusque-là, nous n'avons pas encore appris que le pays est attaqué, donc ça veut dire que la sécurité est assurée à ce niveau. J'ai confiance en l'armée de Côte d'Ivoire avec tout le matériel que nous voyons. Donc à ce niveau-là, nous avons confiance. En ce qui concerne la sécurité, vraiment, ça me laisse perplexe parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais au niveau de la sécurité si on est bien prêt. Mais ce qui est bien, comme on a des partenaires qui ont des intérêts ici, donc Dieu merci. En ce qui concerne le ministre Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, en tout cas, je suis quelqu'un vraiment qui milite beaucoup pour lui parce que déjà, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Et c'est quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail. Ah non, là, pour l'instant, avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce qui est force spéciale, tout ça, vraiment, j'ai confiance. Donc, au-delà de tout ce qui est militaire, question, il n'est pas militaire, mais au-delà de tout ce qui est question militaire, ça, je suis sûr qu'il peut prendre les bonnes décisions. Vraiment, diriger la flotte, tout ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très ferme, très sérieux dans son travail. Je Téné Birahima Ouattara, c'est quelqu'un qui est très bien, quelqu'un qui est très sérieux. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire, vu les armements qui sont renforcés
vu aussi les caméras de surveillance partout dans l'intérieur du pays. Je suis rassuré par le travail que M. le ministre de la Défense, M. Tenin Ibrahima Ouattara, effectue au sein de la Côte d'Ivoire. On n'entend plus beaucoup de braquages, beaucoup de vols par-ci par-là. La sécurité, le taux d'agression, le taux de vol a baissé aussi, donc je suis rassuré. On a une libre circulation, les voitures ne peuvent pas se garer n'importe où. Tout et tout, et puis maintenant les policiers, ils sont là, ils contrôlent. En tout cas, je sais comment il vous explique, mais la sécurité maintenant, elle est bonne. J'ai confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, vu que pendant l'indépendance, on a vu qu'ils ont fait les marches, on a vu les cargos, les chariots. En tout cas, c'était vraiment parfait. Et puis les Chinois aussi étaient là. Alors que les Chinois, là, côté armement, là, on ne peut pas. Ils déposent. Il fait bien son travail, même si peut-être il y a quelques failles, mais il fait bien son travail. Dans toute chose, il y a toujours quelques petits, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a toujours quelques petits trucs qui gâtent. Je suis vraiment très satisfait et j'ai confiance aussi entièrement à l'armée de la Côte d'Ivoire. Bien équipée, vraiment je suis très rassuré. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce que maintenant nous observons les policiers dans chaque carrefour, dans chaque commune. Voilà, il y a un peu ça. Et puis aussi, ce que nous pouvons aussi dire, il y a les caméras un peu partout. Donc ce que je peux retenir, je suis un peu rassuré de la sécurité parce qu'il y a moins de braquages, moins de vols. Donc ce que je peux retenir en tant qu'élève, la sécurité est un peu rassurée, c'est tout. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'auparavant, vu ce qu'on voyait, il y avait trop de braquages, les bandits partout et par-ci. Mais ces dernières années, je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a moins de braquages, moins de voleurs, moins de bandits. Et tout le monde se met au travail à son air. Donc, je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait son travail. M. Tenin Ibrahima Ouattara, c'est un super monsieur. En vue de la sécurité en Côte d'Ivoire ces dernières années, je peux dire que le ministre Tenin Ibrahima Ouattara fait son travail parce que la Côte d'Ivoire est si haute sécurité en ce moment. On peut faire confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, surtout au ministre d'État et au ministre de la Défense, parce que ce qu'on a vu par rapport au défilé de l'indépendance, ça nous rassure et nous sommes sereins. Par rapport à ce que nous voyons dans les autres pays, là, la Côte d'Ivoire et le Canada, ça va. Le ministre fait son travail. En tout cas, il y a confiance au ministre de la Défense par rapport à ce qu'il fait et par rapport à tout ce qu'il fait. Il y a confiance en lui. Il sait qu'il nous garantit par rapport à notre défense et tout. Je suis confiant. Je suis rassurée de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'on constate maintenant qu'il y a plein de caméras et on constate aussi qu'à chaque 100 mètres, on croise des policiers et des militaires pour notre sécurité. J'ai confiance en l'armée de la Côte d'Ivoire avec tout le matériel acheté par le ministre de la Défense, car nous l'avons tous constaté le jour de l'indépendance avec le défilé des chars, des blindés et encore nous avons des cellules antiterroristes en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait bien son travail au niveau de la sécurité sur le plan national et nous sommes très fiers de lui. Il y a les caméras partout, en tout cas ça va. Tu es libre de marcher sans problème. Souvent même tu es là comme tu suivais ton sac mais maintenant il n'y a pas de problème. Tu mets ton sac, tu marches à jamais sans problème. Donc la sécurité en Côte d'Ivoire, ça va. J'ai confiance à l'armée de la Côte d'Ivoire avec tout le matériel acheté par le ministre de la Défense. Parce que lors de la défilée même de la Côte d'Ivoire, pendant l'indépendance, ce qu'on a vu, on était heureux. Le ministre de la Défense fait son travail parce que maintenant, la sécurité, comme je l'ai dit, la sécurité est propre. Tu peux marcher tranquillement dans Abidjan sans problème, ça va. Je suis plus que rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Il fut un moment où on ne pouvait pas se déplacer facilement, même dans la commune de Yopougon où je réside. Mais aujourd'hui, à 1h, 2h du matin, vous voyez les forces de l'ordre partout et vous pouvez circuler en toute quiétude. J'ai foi en cette armée parce que déjà elle bénéficie de l'expertise de l'extérieur. Entre autres, nous avons vu la Chine défiler auprès de nos soldats. Cela montre qu'on pourrait éventuellement compter sur l'expertise de la Chine en cas d'organisation. Je suis très flatté. Il fait bien son travail. Il fait effectivement bien son travail
parce qu'il a le souci du bien-être des Ivoiriens. Et quand il achète des armements, et que quand il permet aux grandes puissances de venir nous donner leur expertise, il n'y a que ça qu'on attendait. Pour moi, en ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire, je crois que maintenant c'est amélioré parce que quand on parlait de Yopougon, il y avait certaines personnes même qui avaient peur même d'arriver dans la commune de Yopougon. Mais maintenant, je crois que la sécurité a plus évolué parce que dans les rues, un peu plus partout, on voit les agents de la sécurité, les forces de l'ordre, les gendarmes et autres, les policiers qui assurent en fait la sécurité. Souvent même tard dans la nuit, on constate souvent les cargos qui font des patrouilles et tout. Donc je crois que la situation s'est améliorée en ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait son boulot. Il est dans son plein travail parce que, comme je l'ai dit dans un premier temps, auparavant on ne voyait pas les cargos et autres tard dans la nuit. Mais maintenant, je vois qu'il y a des forces de l'ordre qui se déploient tard dans la nuit, qui assurent la sécurité. Donc je crois que le ministre fait son travail. Je suis rassurée de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'on trouve maintenant les policiers aux différents carrefours. On a les caméras de surveillance qui nous garantissent une sécurité. Là, si quelqu'un nous agresse, mais s'il y a quoi que ce soit, on peut facilement repérer les gens. J'ai confiance avec tout le matériel que le ministre a acheté pour l'armée en Côte d'Ivoire. J'ai confiance parce que pendant le défilé du 7 août, on a vu qu'il y a eu plus de renforcement au niveau des drones. Et il y a des cellules antiterroristes qui sont installées maintenant en Côte d'Ivoire. La sécurité en Côte d'Ivoire, de nos jours, est indiscutable. Voilà, la preuve en est que si vous circulez à Abidjan, vous allez voir que partout il y a des caméras de surveillance. Voilà, des caméras de surveillance. Et avant, quand on traversait à Djamé, rapidement on était attaqué par des bandits. Voilà, on pouvait vous attaquer, qu'on appelle avec des armes, avec une arme blanche. Mais aujourd'hui, la caméra surveille tout. Il y en a dit surtout que vous voyez à chaque carrefour, chaque grand carrefour, vous voyez des policiers. La présence des corps habillés rassure. Le défilé, le 7 août passé, lors du défilé, vraiment on a exposé beaucoup de matériel comme militaire, voilà, de plusieurs sortes. Il y a des armes que moi je n'avais jamais vues depuis ma naissance. Mais on a tout vu. Comme ça, ça rassure les citoyens. En voyant ça, vraiment, on se sent en sécurité et on voit que le pays même est en sécurité. Le ministre de la Défense, il fait bien son travail. On n'a jamais entendu de remue-ménage dans les casernes. Hein. Voilà. Et puis, tout ce qui se passe autour de nous, dans les pays voisins, la Côte d'Ivoire est demeurée toujours sereine. Hein. Voilà, on n'a jamais remarqué quelque chose qui puisse nous effrayer. C'est terminé pour cette émission Constieka Week News qui vous est proposée sur votre petit écran. Et voici les programmations. Vous pouvez aussi les suivre en direct et en replay sur www.cwebinfo.net. Mais n'hésitez pas à suivre vos diffusions directes sur cnntv.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant toute l'équipe de CNN Cameroun avec Stéphane Ligou à la caméra, assisté au son de l'ingénieur de son Raman Cole, Séverin Tchatchoua si vous voulez, autant pour moi. Je tiens tout simplement à dire à tous mes frères du côté du Gabon, dont la campagne présidentielle est déjà ouverte, que tout doit se passer comme depuis le 30 août 2023, à savoir sans perturbation, sans effusion de sang, et que tout se déroule comme le souhaite et comme l'a montré le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous souhaitons une bonne élection présidentielle au Gabon pour le 12 avril. Mais avant, on y reviendra toujours avec toutes les équipes de CNN pour parler de cette présidentielle. Je suis Constieka. Au revoir.